Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce webinaire sur RGPD, le comprendre et le mettre en œuvre, qui va bientôt commencer d'ici une petite minute. Avant tout, j'aimerais d'abord savoir si tout le monde m'entend bien. Alors, n'hésitez pas à m'écrire dans la barre des commentaires si vous m'entendez bien. Ok, 5 sur 5. Ça a l'air bon pour tout le monde. Super. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, encore une fois, bienvenue à ce webinaire organisé par Eni Édition. Vous pourrez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube à partir de la semaine prochaine, sans problème. Et surtout, n'hésitez pas à la fin du webinaire à poser toutes vos questions. Nos deux personnes sont là pour y répondre. Et je vous laisse en compagnie de Jacques Foucault et de Dominique Renaud. Bonne présentation à tout le monde. Bonjour, Dominique Renaud. Donc, je suis accompagné de Jacques Foucault. Donc, Jacques et moi, nous sommes deux des quatre auteurs de ce livre, le RGPD, le comprendre et le mettre en œuvre. Donc, l'idée de ce livre, c'était effectivement de faire passer notre façon de voir les choses sur le RGPD. Donc, Jacques, Pierre, Loïc et moi, nous nous connaissons depuis de très nombreuses années, peut-être même 25 ans pour Jacques et moi. Donc, on a partagé beaucoup d'expériences, notamment sur la sécurité des systèmes d'information et depuis maintenant une bonne année sur la mise en œuvre du RGPD. Voilà, donc on a produit ce livre et l'idée de ce webinaire, c'est de le survoler et de vous donner les grandes entrées de comment mettre en œuvre le RGPD. Alors, pour avancer. Petit problème technique qui va se résoudre. Voilà. Donc c'était effectivement, comme je vous disais, le sujet, c'est de présenter les auteurs. Ce que je viens de faire. Hop, voilà. Ce que nous allons parcourir ensemble durant cette première demi-heure, c'est donc justement les essentiels de ce que nous réalisons quotidiennement auprès des entreprises, donc l'accompagnement que nous pouvons réaliser. Et les essentiels, nous les avons résumés selon les axes suivants. Donc, tout d'abord, les trois outils de la conformité. Je dirais tout d'abord, je ferai une petite mesure sur le terme conformité. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de référentiel en matière de mise en œuvre du RGPD. Donc, on va parler plutôt de les trois outils pour mettre en œuvre le RGPD. On regardera ce que nous avons appelé les deux piliers du règlement. Le système de, et je passerai ensuite la parole à Jacques sur la partie système de gestion des données et projet de mise en œuvre. Et nous vous laisserons la parole pour la dernière demi-heure sur les questions et les réponses. Voilà, donc, les trois outils de la conformité associés en complément avec un chapitre que nous consacrerons aux documents obligatoires. Le règlement, effectivement, souligne un certain nombre de documents que vous devez maîtriser. Le premier outil, c'est donc le registre des traitements de données à caractère personnel. Associé à cela, il y a la notion de DPO, donc c'est une ressource, bien sûr, DPO, Data Protection Officer, ou en français délégué à la protection des données. Donc, c'est une ressource qui va animer le projet. Et ce que nous considérons comme le troisième outil, c'est ce qu'on appelle le PIA, ou les analyses d'impact sur la vie privée, lorsque vous pourriez rencontrer des traitements qui pourraient mettre en risque justement les personnes physiques. Voilà. Si on s'arrête sur le registre des traitements, plutôt que de rentrer dans les définitions que vous pouvez trouver facilement dans tous les ouvrages et dans le règlement lui-même, on vous donne ici quelques exemples de traitements pour concrétiser ces aspects-là. Donc vous en avez évidemment les traitements sont associés à des services dans les entreprises, on les retrouve dans les différents services. On retrouve bien sûr beaucoup de données à caractère personnel dans le service des ressources humaines. Donc vous avez ici un certain nombre d'exemples de traitements
qu'il faut inventorier et analyser pour regarder s'ils sont conformes au règlement. Donc, ressources humaines, bien sûr, il y en a au commerce et au marketing. Et puis, vous avez des traitements qu'on appelle transverses, comme les outils informatiques que vous mettez à disposition de vos collaborateurs, des traitements de vidéosurveillance, etc. Donc, ce sont des exemples, bien entendu, et en fonction des contextes il peut y en avoir, bien sûr, beaucoup d'autres. On parle de traitement, on parle de traitement de données à caractère personnel. Nous faisons ici un focus sur qu'est-ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel. Donc, encore une fois, des exemples pour concrétiser le discours. Donc, les données à caractère personnel, tout ce qui permet de remonter vers une personne physique, de remonter directement ou indirectement. Donc, vous avez, bien sûr, on peut penser à des noms, des prénoms, des adresses, des numéros de téléphone, des adresses IP par exemple. Nous avons aussi souligné quelques données à caractère personnel comme le numéro de sécurité sociale par exemple, puisque là il y a des conditions d'usage un peu particulières qu'il faut prendre en compte, ou tout ce qui est données à caractère personnel sur les sanctions, sur les infractions, les données bancaires. Le règlement, de son côté, a fait une distinction avec ce qu'on appelle les données sensibles, et vous avez ici des exemples de données sensibles. Appartenance syndicale, origine raciale, données de santé, etc. En résumé, de façon très résumée, on peut dire que sur ces données sensibles, les traitements sont très mesurés. En fait, on pourrait résumer en disant que on ne peut pas traiter de données sensibles, de données sensibles, sauf cas particulier, sauf exception, ou sauf par exemple le consentement des personnes concernées. Sauf dans le cas des établissements de santé qui, évidemment, eux, ont le droit de traiter des données à caractère personnel sensible. Et autrement, il faut faire très attention lorsqu'on tombe sur des données de ce type-là. Voilà. Et sur le registre des traitements lui-même, bien sûr, il faut aussi pouvoir inventorier les différents traitements. Ça veut dire les rentrer dans un support, pour pouvoir justement les analyser par la suite. Donc, l'ACNIL, l'autorité de contrôle, met à disposition un modèle de registre des traitements. Chacun est libre, parce que le modèle est libre, chacun est libre de prendre ce modèle et puis de l'adapter à sa façon de voir les choses. Voilà ici à l'écran un exemple de traitement qui est inscrit dans un registre. C'est un fichier Excel pour être très précis. L'idée, c'est d'avoir donc un certain nombre de fiches pour chaque traitement et de consolider ces fiches dans une liste, de façon à avoir une vision globale de l'ensemble de vos traitements. On peut vous dire, par notre expérience, que dans une entreprise, vous allez retrouver entre 10 et 30 traitements. Donc, il faudra inventorier et analyser ces traitements. L'outil suivant que nous souhaitions vous présenter, c'est l'outil ou la ressource, plus précisément, c'est le Data Protection Officer, le DPO. Donc là, on résume en disant effectivement, le DPO n'est pas obligatoire, sauf dans les cas suivants, si vous êtes un organisme public ou privé, si vous faites du suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées. Là, on peut penser à des organismes bancaires, des organismes d'assurance, des entreprises de ce type-là, ou des traitements de données sensibles à grande échelle. Et là, bien entendu, on peut facilement faire le lien avec les établissements de santé. Bien que le DPO ne soit pas obligatoire, nous conseillons quand même à minima d'avoir un référent ou un chef de projet, on peut l'appeler un peu comme on veut, mais quelqu'un pour animer la démarche de mise en œuvre du règlement. Le règlement également est intéressant parce qu'il permet plus facilement maintenant, par rapport à la loi informatique et liberté, d'externaliser ou de mutualiser la notion de DPO, ce qui peut être intéressant, par exemple, typiquement pour des communes et une communauté de communes. Ça peut être intéressant d'avoir un DPO mutualisé au sein de la communauté de communes pour animer la mise en conformité de l'ensemble des communes. Voilà, donc la mission essentielle du DPO, on peut résumer en deux points essentiellement, c'est donc informer et conseiller et piloter la conformité en continu. Donc en fait, pardon ? Il y a un problème avec la diffusion. Excusez-moi, on a un petit problème avec la diffusion. On vient de voir que vous avez mis quelques commentaires. Et c'est toujours la première slide qui est diffusée. Est-ce que c'est mieux comme ça ?
vous remercie. Entendu, désolé pour ce problème technique. Comment, bon voilà, on se retrouve donc sur le DPO. Je remonte d'un slide, si je peux. Hop, non, je peux pas beaucoup remonter d'un slide. J'aurais bien aimé remonter d'un slide. Non. Hop. Voilà, je remonte d'un slide pour qu'on se resynchronise sur le DPO. Donc, comme je vous disais, donc le DPO n'est pas obligatoire, sauf dans certains cas qui sont listés ici. Et notre conseil, c'est d'avoir à minima un chef de projet ou un référent DPO pour mettre en œuvre ce règlement au sein de votre organisation. Donc, DPO externalisé ou mutualisé, nous l'avons cité. Et je résume ici la mission du DPO, essentiellement informer et conseiller. Et bien entendu, piloter la mise en conformité en continu, puisque la mise en œuvre du règlement, ça commence quand vous commencerez et ça durera toute la vie de l'entreprise, puisqu'il faut protéger les données à caractère personnel selon toute la vie de l'entreprise. Voilà. Vous avez vu tout à l'heure, nous vous avons parlé d'un outil qui s'appelle le Privacy Impact Assessment, donc l'analyse d'impact sur la vie privée des personnes concernées. Donc, au final, on l'appelle PIA. Bon, dans la littérature, vous avez trouvé d'autres acronymes, EIVP, DPIA, etc. Tout ça, ça veut dire la même chose. L'idée, c'est d'estimer ou d'évaluer l'impact sur les personnes concernées en cas de violation de données à caractère personnel. Donc, violation de données à caractère personnel, ça veut dire perte de disponibilité, perte d'intégrité, perte de confidentialité. Donc, ça c'est pour l'aspect, on va dire, violation de données à caractère personnel, les risques engendrés sur les personnes physiques. Et l'autre volet de cette analyse de risque, c'est quand même aussi faire en sorte que votre traitement soit conforme aux principes juridiques. Donc, dans le PIA, vous allez faire, dans un premier temps, une estimation des menaces par rapport à un non-respect des principes, licéité, conservation des données, etc., etc. Donc, vérifier les impacts en cas de non-respect de ces principes et puis également vérifier les impacts sur les personnes concernées en cas de violation de données à caractère personnel. Donc, il y a bien les deux axes. Dans un premier temps, on évalue l'impact sur les personnes concernées. Il est bien évident que dans un second temps, une violation de données à caractère personnel peut avoir un impact sur l'organisation en termes de sanctions ou d'images. Comme on vous le disait tout à l'heure, le règlement impose de maîtriser un certain nombre de documents, de disposer d'un certain nombre de documents. Donc, on a parlé du registre des traitements, des rapports d'analyse d'impact si vous avez à en faire. C'est pas systématique, évidemment. Vous devez disposer de registres, par exemple, pour inventorier les violations de données à caractère personnel dont vous seriez responsable, des modalités d'information pour mettre à jour vos sites web ou un certain nombre de procédures comme des formulaires. Inventorier également les demandes des personnes concernées qui pourraient vous demander d'avoir accès à leurs données à caractère personnel, de disposer de procédures de réponse justement pour ces demandes. On vous demande également de lister les sous-traitants. Ça, c'est un point important puisque la protection des données à caractère personnel doit être assurée de bout en bout de la chaîne. Donc, si vous avez des sous-traitants, il faut que les sous-traitants soient identifiés dans un premier temps et ensuite que vous leur demandiez de protéger vos données à caractère personnel de la même façon que vous le feriez. Vous avez donné un plan d'action puisque c'est une mise en œuvre dans le temps et un bilan annuel puisqu'on vous demande de faire un report régulier à la direction. Donc, régulièrement, vous rencontrez votre direction et vous montrez un peu comment vous avez avancé. Voilà, les deux piliers du règlement, comme je vous disais, d'un côté, les principes fondamentaux, d'un autre côté, les mesures de sécurité. Donc, sur les principes fondamentaux, très rapidement, puisque tout cela est détaillé, bien sûr, dans le règlement et également dans notre livre, les principes, si vous avez un traitement, il faut que vous le fassiez de manière loyale, il faut que vous ayez le droit de le faire, donc c'est la licéité. Il faut que ce traitement ait une finalité précise, que vous ne traitiez que les données essentiellement nécessaires à ce traitement, que vous ayez également réfléchi à la durée de conservation de ces données, que vous assuriez la sécurité des données, c'est le chapitre mesures de sécurité, on verra tout à l'heure, et également que vous ayez pris conscience de la responsabilité de votre organisation. C'est un des grands changements du règlement. Auparavant, on était sur le principe de déclaration à la CNIL. Maintenant, plus de déclaration de la CNIL, vous êtes sur le principe de responsabilité. Donc, le responsable de l'organisation est responsable de la protection des données à caractère personnel, avec tout ce qui va avec pour que ça soit effectif.
Donc ça, c'est sur les traitements un certain nombre de principes fondamentaux. Et le règlement insiste beaucoup maintenant sur les droits des personnes qui ont été renforcés. Bien sûr, donc, il faut informer les personnes de ce que vous faites. Elles ont droit d'accès à leurs données à caractère personnel, rectification, opposition, limitation du traitement et portabilité. Donc, beaucoup de ces droits-là existaient déjà sous la loi informatique et liberté. Ils sont renforcés par le règlement. Donc voilà pour ce qui est du pilier fondamentaux juridiques. Et vous regardez ces différents aspects juridiques. Lorsque vous faites votre inventaire de traitement, que vous le rentrez dans votre registre, eh bien, vous vous posez ces questions-là. À côté de ça, vous devez également maintenant protéger les données à caractère personnel que vous traitez, les protéger contre les pertes définitives, les accès illégitimes ou les modifications non désirées. Et pour mettre en place cette protection, nous, on vous propose de mettre en œuvre essentiellement deux concepts. Un concept Privacy by Design qui vous dit, quand vous mettez en œuvre un nouveau traitement ou quand vous développez une nouvelle activité, posez-vous la question de la conception de ce traitement ou de cette activité en intégrant les obligations ou les exigences du RGPD. Et le deuxième principe qui s'appelle Privacy by Default, qui lui est associé à une notion de politique de sécurité de base que vous devez avoir au sein de votre entreprise pour assurer une protection correcte des données à caractère personnel. Donc la sécurité en entreprise, c'est pas nouveau, hein. Le RGPD, c'est une façon d'y revenir, de retravailler sur la sécurité, de consolider un peu plus. Et sur cette partie sécurité, nous, ce que l'on a développé dans l'ouvrage, hein, un peu plus que dans le règlement, parce que dans le règlement, ils vous disent de mettre en place des mesures de sécurité, mais ils vous disent pas vraiment comment faire. Donc, on a synthétisé nos connaissances sur la sécurité, les exigences du RGPD, les bonnes pratiques de la CNIL, etc. On a synthétisé tout cela en 10 thèmes essentiels qui apparaissent ici à l'écran. Le premier, donc, bien connaître son système d'information. Donc, c'est vrai que si on veut bien protéger, il faut quand même bien connaître. Ensuite, il faut appliquer des mesures, des procédures de gestion des accès. Vos données à caractère personnel doivent être dans des répertoires ou dans des espaces sur lesquels il y a des accès contrôlés. Associé à ça, il y a toute la notion d'habilitation, hein, accès aux applications et compagnie. Vous avez la notion, et le thème sur la politique de gestion des mots de passe, qui n'est pas facile à mettre en œuvre, parce que finalement c'est très contraignant, mais pourtant très importante, donc avec des mots de passe solides, avec des changements réguliers. On vous demandera de sécuriser les postes de travail et les serveurs. Là, on va parler de mise à jour des OS, de mise à jour, enfin, d'avoir des antivirus à jour. Sensibilisation des utilisateurs, ça c'est un point très important qui est mentionné dans le règlement, hein, c'est un peu comme dans la sécurité du système d'information, la sensibilisation est essentielle. Donc, continuez à sensibiliser vos utilisateurs sur la sécurité et notamment sur les précautions à prendre quand on traite des données à caractère personnel. Un thème autour de la politique de gestion des équipements mobiles, hein, de plus en plus déployé au sein des entreprises maintenant. Voilà, vous continuez avec ensuite les thèmes sur les prestataires, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, la protection des données à caractère personnel de bout en bout, qui intègre donc vos sous-traitants. Sécuriser les réseaux locaux, donc protection de votre réseau local par rapport à l'extérieur, les notions de pare-feu, de segmentation, de VLAN, des choses comme ça. Sécuriser les données, notamment les DCP, et là on va être sur les aspects de sauvegarde, hein, dans les violations de données à caractère personnel, il y a notamment la notion de disponibilité, hein, faire en sorte que les DCP restent disponibles. Eh bien, au travers de sauvegarde et d'archivage, on peut y arriver. Et je terminerai avec la notion de traçabilité, puisque le règlement, dans de nombreuses dispositions, vous demande d'apporter des preuves de la réalisation de ceci ou de cela. Donc, vous avez besoin de mettre en place de la traçabilité, notamment sur les journaux de connexion, les journaux de navigation, etc. Et vous avez besoin également de gérer les incidents de sécurité, donc les historiser, les tracer, et puis évidemment les corriger. Donc voilà les 10 thèmes essentiels que nous proposons de travailler dans une approche, on va dire, minimale de la sécurité. Voilà, donc je vous ai présenté très rapidement, hein, bien sûr, les principes fondamentaux et à la fois côté juridique et côté sécurité des données à caractère personnel. Je vais laisser la parole à Jacques Foucault, donc qui lui, de son côté, va développer la mise en œuvre de ce système, de ce règlement. Bonjour, donc Jacques Foucault. Donc le règlement, effectivement, vous établit une liste d'articles à respecter. Il vous parle de mesures techniques et organisationnelles.
mais il ne vous dit pas comment faire pour mettre tout ça en œuvre dans l'entreprise. Donc nous, il nous a semblé intéressant, plutôt que de le faire de manière empirique, de faire appel au système de management, donc au système de gestion. Donc pour certains, vous connaissez le système de management de la qualité, hein, l'ISO 9001, et l'intérêt des systèmes de management, c'est de proposer une démarche structurée pour atteindre un but. Donc un système de management couvre un domaine. Donc là, par exemple, je prends le domaine de la qualité, et sa finalité, donc au travers d'une démarche structurée, c'est d'atteindre un but. Donc pour la qualité, c'est pour que les produits et services soient constamment en phase avec les attentes du client. Donc il nous a semblé intéressant de repartir sur les structures de système de management pour en proposer un dans le cadre du RGPD. Donc ce système de management, le domaine c'est le RGPD, c'est pas la qualité, et pourrait lui donner un acronyme, hein, de même que dans la qualité vous avez le SMQ, système de management de la qualité, et là on aurait le SMDP, système de management des données à caractère personnel. Donc comme on l'a vu au slide précédent, il y a un but, et donc là le but de ce système, de cette organisation, c'est permettre à l'entreprise de respecter dans le temps les exigences du RGPD et de pouvoir le démontrer. On pourrait faire un raccourci en disant c'est permettre à l'entreprise d'être en conformité, et comme le disait tout à l'heure Dominique, aujourd'hui il y a absolument pas de support qui permette de publier une certification sur la mise en œuvre du RGPD. Donc il a un but. Pour atteindre ce but, on va devoir décliner un certain nombre d'objectifs. Parmi ces objectifs, on voit, et là c'est à vous de faire l'inventaire de tous ces objectifs. Donc nous en avons fait l'inventaire dans le livre. Par exemple, il faut tenir à jour un registre des activités de traitement, il faut gérer des mesures de sécurité, il faut détecter les violations de données. Donc un but, des objectifs, et ces objectifs, eh ben justement, vont faire appel à ces mesures organisationnelles et techniques. Si sur le PDF du règlement, vous tapez mesures organisationnelles et techniques et que vous comptez le nombre d'itérations, vous allez voir qu'il y a plus d'une vingtaine de fois, on vous dit de mettre en place des mesures organisationnelles et techniques, mais on vous dit pas lesquelles. Donc, par exemple, parmi ces mesures organisationnelles et techniques, identifier le responsable du traitement. Voilà. Nommer un DPO, un référent DPO. Disposer d'un outil de PIA. Contrôler l'accès aux données. Donc ça, ce sont toutes les mesures à mettre en œuvre pour respecter donc le règlement. Donc ces objectifs en question, eh bien l'ensemble de ces objectifs, nous les avons structurés en processus. Voilà, on pourra reparler à la fin de la slide du nombre de processus, mais donc on a dans le livre, nous avons concaténé un ensemble de les objectifs du livre, nous les avons rassemblés, du RGPD, nous les avons rassemblés sur 12 processus, et ici on peut les lire rapidement. Donc il y a un processus qui s'appellerait accountability. Donc je vous rappelle que dans le processus vous avez les mesures techniques et organisationnelles. Donc accountability, on en voit bien l'intérêt, traitement et transfert, droit des personnes concernées, le sous-traitant, le privacy by design, le privacy by default, privacy impact assessment. Alors vous voyez des termes qui apparaissent en anglais. Dans le livre, c'est du franglais on va dire. Dans le livre vous avez une version, donc cette version-là, intitulée usuel. Vous avez une version française, des intitulés et une version anglaise. Donc voilà, sensibiliser, exigence, sollicitation, évaluer, auditer, gérer la documentation et les preuves et piloter le SMDCP. En fait, quand vous reprenez l'ensemble de ces processus, vous allez trouver l'ensemble des objectifs qui sont à atteindre pour respecter dans le temps la conformité au RGPD. Donc ici, vous avez un exemple de 12 processus. Alors pourquoi 12 processus? C'est parce que lorsqu'on a voulu faire des parallèles avec d'autres systèmes de management, par exemple comme celui de la qualité ou de la sécurité, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de rapprocher des processus dans le cadre d'une mutualisation avec des systèmes existants. Mais parfois, on met moins de processus parce que ça fait du sens, parce que la structure de l'entreprise, elle est petite. Donc s'il fallait modéliser ce système, donc on a un objectif, un but à atteindre qui permette à l'entreprise de respecter dans le temps les exigences du RGPD et de pouvoir le démontrer.
donc sur le périmètre de nos traitements de données. Et donc, dans l'entreprise, on va mettre en place cette structure avec des processus. Donc, il y en a 12 qui sont décrits dans le livre. Des outils, Dominique vous en a parlé, donc le DPO, le PIA et le registre des traitements, et forcément des ressources et des compétences. Et sur ce point-là, c'est important de bien mesurer, de bien identifier et de mesurer la capacité des ressources internes à réaliser des exercices comme le PIA. La pratique de l'analyse de risque, c'est pas forcément une pratique commune dans les entreprises, et pourtant le RGPD, dans plusieurs cas, vous demande de faire appel au PIA. Je prends un exemple, en cas de violation de données, c'est le PIA qui va vous permettre de déterminer si oui ou non il faut le notifier à la CNIL, et si oui ou non il faut le notifier aux personnes concernées. Donc il ne faut pas sous-estimer dans la mise en œuvre du système de management ces ressources et leur capacité à faire. Donc en complément de ce que je viens de dire, donc on revoit apparaître notre cartographie des processus, donc comme je vous dis 8 à 12, mais si c'est 7 à 16, c'est pas un souci, hein. À un moment donné, il faut bien structurer les choses. Parmi ces processus, donc il y a l'accountability qui va justement apporter l'outil de gouvernance qui est fondamental dans le fonctionnement et dans le cycle de vie du système de management. Les outils, nous en avons parlé, hein, le DPO, le PIA, le registre, et ressources et compétences. Dans le livre, vous verrez, nous avons identifié 6 compétences. Donc 6 compétences, c'est pas 6 personnes différentes, hein, mais 6 savoir-faire à intégrer, à identifier dans l'entreprise. Donc, fort de cette structure cible, l'étape ensuite, une fois que cela est décidé, il s'agit de mettre en œuvre cette structure. Donc, pour nous, le projet de mise en œuvre se découpe en 2 phases. Une phase de conception. Donc, dans le livre, vous verrez donc la modélisation du système, mais c'est un modèle. Après, il faut l'adapter à l'entreprise. Donc, une phase de conception, et puis ensuite une phase de réalisation, parce qu'une fois que j'ai défini ma maquette, il faut que je la mette en œuvre dans l'entreprise. Ce qui est important, c'est puisqu'on parle de projet, voilà, il nous faut un chef de projet. Le chef de projet, c'est pas forcément le DPO. D'ailleurs, on conseille vivement de ne pas nommer le DPO au début du projet, et plutôt de nommer le DPO à la fin de la phase de conception. Parce que si dans le règlement on dit que le DPO il conseille, il informe, dans les petites structures, il fait pas que ça. Il fait la sensibilisation, il fait la collecte du registre des traitements. Et ce n'est qu'à la fin de la phase de conception qu'on est en capacité d'identifier toutes les actions qui sont à réaliser et à qui on va les confier. Donc ça, c'est un premier conseil, nommer le DPO plutôt à la fin de la phase de conception. Il n'est pas dit que dans un premier temps, ce DPO soit un chef de projet, mais dans ce cas-là, il a la posture d'un chef de projet. Donc, une phase de conception, une phase de réalisation, et dans le cadre de ce projet-là, il n'y aura pas qu'un chef de projet, un DPO, il y a énormément de personnes qui sont sollicitées dans l'entreprise. Et l'ensemble des métiers est sollicité, puisque, en fait, l'ensemble des métiers traitent des données à caractère personnel. Donc, si je prends la première phase, la phase de conception, concevoir, donc cette phase de conception se découpe en 5 étapes. Une première étape qui consiste à définir le périmètre. Ça paraît évident que voilà, dans une entreprise, on n'est pas forcément obligé d'embarquer toutes les structures et toutes les filiales. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être de définir son outillage. L'étape suivante, c'est la collecte des traitements. Donc il vous faut un registre des traitements. Dominique vous a montré un modèle qu'il utilise. Il y en a un qu'on peut télécharger auprès de la CNIL. Vous avez des modèles qui sont disponibles maintenant auprès d'éditeurs qui proposent des logiciels de management ou de pilotage du RGPD. Donc, c'est choisir ces outils et puis surtout impliquer la DG. Le projet RGPD, c'est un projet organisationnel et c'est un projet de direction générale. C'est pas un projet technique. Ouais, donc, c'est la DG qui va communiquer sur le projet. Le deuxième point, c'est la collecte. Donc, effectivement, il faut aller un peu à la pêche auprès des métiers. Très souvent, on va commencer par la DSI parce que c'est elle qui en connaît le plus sur les traitements. Et puis, on ira vérifier ensuite auprès des métiers si on a bien l'exhaustivité des traitements. Et puis, tant qu'à faire, comme vous rencontrez les métiers, vous aurez sous le coude un petit outil de sensibilisation, soit des vidéos qu'on trouve sur le net, soit quelques transparents pour expliquer aux gens quand même ce que c'est qu'un traitement, ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel.
Et une fois que cet inventaire est établi, donc l'inventaire, il va effectivement justifier de l'organisation qui est à mettre en place, on passe à l'étape organisée. Et l'étape organisée, c'est d'identifier la structure de gouvernance, voilà, qui va permettre de décider, de valoriser et de piloter dans le temps la conformité au RGPD. Et c'est à cette étape organisée que vous allez diagnostiquer l'ensemble des mesures techniques organisationnelles qui sont déjà en place dans l'entreprise et celles qui seraient nécessaires de mettre en place. L'étape suivante, c'est l'étape qu'on appelle protéger, où là, en fait, on va documenter la politique de protection des données, réaliser des PIA et pourquoi pas rédiger une politique de sécurité. Les entreprises en France ont toutes des mesures de sécurité, mais elles ne sont pas forcément rassemblées dans un document qui est signé par la direction générale et soutenu par la direction générale. Et on arrive à la fin de la première phase où, puisqu'on est en mode projet, on clôture la phase. Voilà. Et au moment où on va clôturer la phase, donc on va disposer d'un plan de progrès, d'un certain nombre d'actions à réaliser, d'actions d'ordre technique, d'actions d'ordre organisationnel. Et avant de passer à la phase suivante, il faudra être certain qu'en face de ce plan d'action, on a bien fait ce QQOQCP, c'est-à-dire déterminer qui le ferait, quand est-ce qu'il le ferait, et quelles sont les ressources qui sont nécessaires. Et c'est là que nous recommandons vivement soit de nommer le DPO, soit de confirmer le DPO qui avait été imaginé au début du projet. L'étape d'après, réaliser et faire vivre le projet. Donc là, vous avez entre les mains un plan d'action, voilà, un plan de progrès. Dans ce plan de progrès, vous allez trouver soit des actions, mais aussi des projets. Dans les projets, par exemple, c'est peut-être certains de vos téléservices qui sont pas en conformité avec la réglementation. Voilà, la demande de consentement n'est pas faite. Vous annoncez pas, vous rappelez pas les droits de la personne concernée. Donc, on a deux natures d'activités, des activités de type action, voilà, qui nécessitent pas forcément beaucoup de ressources, et des activités projets qui potentiellement, dans certaines entreprises, rentrent dans le portefeuille de projet de l'entreprise. Une fois que cette étape d'exécution a été réalisée, on va regarder si effectivement ce qu'on avait décidé de faire, ça a été correctement fait. Donc, je vais évaluer mes actions et mes progrès réalisés. Et puisqu'on est en mode projet, j'arrive à la clôture de mon projet, donc je vais faire mon bilan projet, et là je vais passer en mode cycle de vie, parce que l'intérêt des systèmes de management, c'est qu'une fois que le projet est terminé, on a un mécanisme d'amélioration continue qui permet de faire vivre dans le temps le dispositif, la structure qui a été mise en œuvre. Donc on voit apparaître cette nouvelle étape, mais qui est une étape récurrente, d'où les flèches voilà, qui montrent que finalement sur une base annuelle, parce qu'en général c'est une base annuelle, eh bien, on va faire vivre notre dispositif. Et là, on note quelques points à couvrir, c'est-à-dire puisque en imaginant que c'est à ce moment-là que le chef de projet a passé la main à qui, finalement, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui gère la chose. Donc parfois, c'est le responsable de la qualité qui va piloter les systèmes en place. Parfois, c'est la DSI, mais parfois aussi, c'est le DPO qui va être piloté, parce que dans les petites structures, on n'a pas autant de profils que ça sous le coude. Donc les questions à se poser, c'est qui va gérer ce système dans le temps. Et comme le disait Dominique, le temps, c'est toute la durée de vie de l'entreprise. Quelles vont être les fréquences de réunion de la gouvernance, et puis on va faire en sorte, dans ce cycle de vie, de produire tous les ans un plan de progrès. Donc, pour terminer, on vous cite 6 facteurs clés de succès. On aurait pu aussi dire quels sont les 6 échecs potentiels sur ce genre de projet. Donc, le premier, c'est si votre direction n'est pas impliquée, votre projet n'aboutira pas, puisque c'est un projet de gouvernance, c'est un projet de direction générale. Les directions fonctionnelles vont être impliquées. Et donc, globalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'en partie, la communication du projet soit apportée par la direction. La deuxième chose, c'est que donc vous avez un projet en 2 phases. Il est très important que la phase de conception soit condensée sur quelques semaines. Voilà, sous quelques semaines, vous concevez votre projet, et puis après, une fois que la conception est terminée, c'est sur 6 mois, voire sur 1 an que la mise en œuvre va se faire. Le troisième point, c'est dans la communication, il faut avoir une communication orientée bénéfice. Si vous dites aux personnes de l'entreprise, aux collaborateurs, qu'il faut mettre en place le RGPD parce que c'est un règlement, c'est obligatoire, il n'y aura pas forcément beaucoup de gens à se bousculer pour participer avec vous sur le projet.
Donc, il faut trouver les bénéfices, et il y a de nombreux bénéfices. Donc, l'objet de la présentation, c'est pas ça, mais parmi les bénéfices, le RGPD va permettre aux entreprises de se structurer. Et par exemple, pour un DSI qui avait bien du mal à faire passer une politique de sécurité ou de mesures de sécurité, la mise en place du RGPD et sa conformité renforce énormément la nécessité d'être lisible sur les mesures de sécurité. Le quatrième facteur de succès, c'est avoir une structure de gouvernance. C'est-à-dire un DPO tout seul, il n'arrivera jamais à faire fonctionner la machine. C'est un groupe de personnes en structure de gouvernance qui pourra faire fonctionner le dispositif. Le cinquième point, il ne faut pas sous-estimer les profils. Hein. Le DPO, un DPO, c'est quand même quelqu'un qui a des connaissances juridiques. Donc, s'il les a pas, il faudra peut-être qu'il parte en formation. À ce sujet, le LI propose d'excellentes formations. Mais vous avez aussi, comme je le citais tout à l'heure, le PIA, hein, donc c'est cette analyse de risque. Trouver dans une entreprise quelqu'un qui sait faire des analyses de risque, on ne trouve pas ça sous le sabot d'un cheval. Hein. Et le dernier point, comme je vous le disais, il y a un mode projet, puis ensuite cycle de vie. Il ne faut pas qu'à la fin du mode projet, il n'y ait plus personne à s'occuper du système parce que le système va s'éteindre. Donc là, c'est la garantie, voilà, au moment où on va passer au mode cycle de vie, d'avoir bien les moyens et les ressources pour faire vivre dans le temps le dispositif et, je vous rappelle le but, permettre à l'entreprise de respecter dans le temps les exigences du RGPD. Voilà, si maintenant vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais effectivement, je vois une question intéressante qu'on peut retenir. C'est la première d'ailleurs. La question, vous parlez beaucoup pour les grosses entreprises, mais les petites, 3 petits points. Alors, peut-être effectivement qu'en nous écoutant, vous avez pensé qu'on s'adressait aux grosses entreprises. Jacques, tu confirmes. Je pense que d'ailleurs, à l'origine, la rédaction, l'écriture de ce livre est plutôt destinée aux PME et petites et moyennes entreprises qu'aux très grosses entreprises ou administrations. C'est un petit peu notre volonté. Alors évidemment, quand on parle de gouvernance, on peut faire un peu peur peut-être par rapport à des petites structures. Sachez que nous intervenons très régulièrement auprès des PME et petites structures, donc je parle de sociétés de 50 postes, 100 postes, 200 postes et plus bien sûr, mais aussi 50 ou 100 postes, et que nous arrivons à adapter le modèle que Jacques a présenté à ce genre de structure. Le règlement parle bien de moyens raisonnés adaptés aux enjeux de l'organisation. Donc voilà, tout le travail à faire, c'est justement ça, c'est de mettre le curseur au bon endroit. Il y a un certain nombre d'outils que nous vous avons présentés rapidement, qui sont plus détaillés dans le livre. Et chacun de ces outils, on peut les réduire, entre guillemets, ou les simplifier encore. Prenons l'exemple des toutes petites entreprises. Si on veut aller à l'extrême, le règlement dit bien, pour une entreprise de moins de 250 collaborateurs, le registre n'est pas obligatoire. Donc, on peut effectivement dire, voilà, le registre n'est pas obligatoire. Ceci dit, quand on vous demande de faire un inventaire, c'est quand même pratique de mettre votre inventaire dans un fichier Excel. Donc, nous, ce qu'on dit, OK, on n'est peut-être pas obligé d'avoir un registre aussi sophistiqué avec peut-être toutes les questions qu'on pourrait se poser pour une entreprise plus large, mais à minima avoir un registre ou un inventaire des traitements et s'être posé les quelques questions essentielles, ça nous paraît nécessaire. Donc, vous voyez, sachez qu'on peut très bien adapter toute cette démarche aux petites entreprises. Alors, très bonne question. Là, on y a répondu, je pense. Votre avis sur le logiciel de PIA de la CNIL, pourriez-vous nous en conseiller d'autres? Bon, alors, comme vous nous demandez notre avis, moi je vais donner le mien, ça n'engage que moi, évidemment. Hein. Bon, je pense qu'on est en tant que société de service, alors nous sommes des consultants indépendants, mais on travaille en réseau. Donc Jacques, moi, vous avez vu, je suis passé un peu rapidement sur l'introduction sur Loïc Panaleux, qui est le juriste avec qui nous avons écrit ce livre, hein, qui apporte tout l'éclairage du juriste qui est indispensable. Voilà, donc nous avons, à un moment donné, l'année dernière notamment, avant que la CNIL ne sorte son PIA, on avait tous développé un magnifique fichier Excel d'analyse de risque. Nous, on a l'habitude de l'analyse de risque puisqu'on travaille sur la sécurité. Donc, on avait tous développé des magnifiques outils à base d'Excel pour analyser les menaces, les risques, les probabilités d'occurrence de la menace, etc., etc. Et puis un jour, la CNIL a sorti son outil. Bon, effectivement, moi, j'utilise le terme, il est vraiment
consistant et c'est vrai que c'est un peu, comment je vais dire, il est complexe, hein, pas complexe, mais il est lourd, on va dire ça comme ça. Mais il a le mérite d'être exhaustif quand même. Il est aussi intéressant parce qu'il y a beaucoup de bases de connaissances dans cet outil. Donc, par exemple, quand vous vous posez la question sur des risques, eh ben, ils sont listés. Quand vous vous posez la question sur les mesures de sécurité, il y en a au moins une trentaine qui sont proposées, etc., etc. Donc, ça a quand même, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir cet outil-là. Et pour continuer sur mon raisonnement, donc on avait tous plus ou moins développé notre magnifique outil Excel pour faire de l'analyse de risque. Et aujourd'hui, on s'est tous ralliés à l'outil PIA de la CNIL. C'est ce que, enfin, quand je dis tout ça, c'est mon avis. Hein. Donc après, je ne sais pas si Jacques a un avis différent, mais bon, c'est ce que je propose aujourd'hui auprès de mes clients, sachant que dans le registre que nous proposons, il y a déjà une analyse de risque assez importante, puisqu'on balaye déjà un certain nombre de points sur les impacts, sur la conformité juridique, etc. Donc le PIA n'est pas déroulé systématiquement. On le déroule si on rencontre comme on le disait tout à l'heure, un traitement qui peut comporter des risques pour les personnes concernées. Donc moi, ça m'est arrivé de rencontrer effectivement dans mes travaux des développements d'applications à base d'objets connectés, remontant des informations sur la physiologie des personnes ou sur la santé des personnes ou des choses comme ça, ou le comportement ou les habitudes de certaines personnes. Donc là, évidemment, on est typiquement sur des traitements sensibles. Donc là, le PIA s'impose. Mais dans beaucoup de situations, le PIA n'est pas nécessaire. Bon, alors qu'est-ce qu'on a comme question encore ? Ah oui, pouvez-vous nous montrer un exemple de registre autre que celui de la CNIL? Nous n'avons pas vu l'exemple présenté au début. Vous avez raison, parce qu'effectivement, on n'avait pas bien synchronisé la diffusion. Ici, je remonte, hein, vous devez voir ce que voilà. Je remonte un exemple, mais vous savez, donc il est inspiré du modèle de la CNIL, donc il reprend tous les points qu'il faut traiter lorsque vous inventoriez un traitement et lorsque vous l'analysez. Là, c'est un extrait en plus du fichier Excel que nous proposons. Ce que vous ne voyez pas là, c'est qu'il y a aussi dans les parties basses, il y a des questions sur la conformité de ce traitement par rapport aux principes juridiques. Donc, on pose la question, est-ce que vous avez une base légale? Est-ce que vous avez identifié comment dirais-je, la durée de conservation? Est-ce que vous avez informé les personnes concernées, etc., etc. Donc, en plus de faire l'inventaire de ce traitement et sa photographie, hein, quels sont les sous-traitants, quelle est la finalité, etc. On pose dans ce modèle de registre, on a aussi inclus des questions qui nous permettent de faire une analyse de risque rapide. Et ça fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Ça nous permet de savoir, avec cette analyse de risque rapide, si on va devoir compléter par un PIA ou pas. Et dans beaucoup de traitements classiques, eh bien, on n'a pas besoin de compléter par un PIA. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Donc, quand tu regardes, tu recherches une question, moi je peux compléter sur l'avis sur le PIA. Donc on peut trouver qu'intéressant que la CNIL propose quand même un outil, qui est un outil PIA pour faire des analyses de risque. Ce qu'on peut regretter, c'est que pour manipuler cet outil-là, il faut quand même une formation. Et la formation, elle n'est pas prévue. Donc c'est ce point-là qui est un peu ennuyeux. Mais hier, par exemple, j'étais dans une entreprise qui a des filiales en Allemagne. L'intérêt de cet outil, c'est qu'il est quand même traduit aussi dans d'autres langues et ça permet d'avoir un outil commun pour une entreprise qui aurait des filiales un peu partout en Europe. Cela dit, mon point de vue à moi, c'est mettre l'outil en téléchargement, c'est sympathique, mais il faudrait qu'associé à ça, il y ait des formations. Parce que sans formation, il faut une sacrée expérience de l'analyse de risque pour pouvoir utiliser l'outil, le comprendre et apprécier les résultats qui sortent de manière automatique, ou quasiment automatique. Alors, nous avons une question sur, ici j'ai vu, qu'est-ce qu'on appelle données à caractère personnel. Donc, on va remonter un petit peu. Voilà, données à caractère personnel. Donc, toutes données qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc là, vous aviez
la personne qui a posé la question avait mis adresse. Effectivement, une adresse, c'est une donnée à caractère personnel puisqu'on peut remonter, si on peut remonter sur une personne physique. Donc adresse, nom, prénom, etc. Dans les approches, dans les identifications des données à caractère personnel, il faut aussi être, entre guillemets, apprécié. Hein. Si vous avez un ensemble de fichiers, des courriers avec des signatures, ça ne représente pas, c'est pas un traitement. Le fait d'avoir des fichiers avec des signatures et des noms de personnes, ça ne représente pas un traitement. Ce que l'on recherche, c'est des données à caractère personnel qui sont classées, qui sont traitées, donc des fichiers Excel avec des colonnes, des noms, des adresses, etc. Mais voilà, c'est pas parce qu'un courrier possède une signature et le nom d'une personne que ça va devenir un traitement. Donc, il faut faire la différence entre ça. Donc, il faut apprécier également quand vous faites votre inventaire ce genre de situation. Vous parlez informatique mais pas de papier, vous avez raison. Le RGPD, effectivement, inclut toutes les données à caractère personnel et les traitements manuels que vous pourriez réaliser à partir de documents papier, hein, et notamment la sécurité des données à caractère personnel qui peuvent se trouver sur des papiers. Hein. Dans les entreprises, dans les travaux d'accompagnement, on rencontre souvent dans des couloirs des archives, hein, dans lesquelles on peut retrouver des dossiers du personnel ou des choses comme ça avec des données à caractère personnel. Donc c'est aussi un point à prendre en compte. La protection des données à caractère personnel sur des supports papier est à prendre en compte. Oui. Alors, effectivement, une liste de questions qui apparaît. Pour instaurer un registre de traitement avec Excel, ce peut être très long et fastidieux. Alors, Jacques vous a cité tout à l'heure un certain nombre d'éditeurs qui proposent aujourd'hui des outils pour gérer le registre proprement dit. Voilà, le NI n'a pas d'outils, je pense. Hein, je regarde à côté de moi. Non, le NI n'a pas d'outils. Un certain nombre d'éditeurs. Alors bien sûr, nous avons des noms. Je ne sais pas si c'est l'usage de citer des noms commerciaux dans ce genre d'intervention. Donc moi, je connais DPO Assist. Qu'est-ce que je connais encore? Privacy, je crois qu'on dit en français Privacy ou pas. Qu'est-ce que j'avais, il me semble avoir vu Pilote DPO. Voilà, donc en faisant des recherches sur le net, hein, vous allez retrouver des sociétés qui proposent des logiciels permettant de faire ça. À voir si je les ai pas expérimentés. Je suis moyennement d'accord avec votre remarque long et fastidieux. Nous, en fait, on a des outils Excel sur lesquels effectivement on a un onglet par traitement et ensuite de façon automatique, ça consolide une liste. Donc, bon, je vous ai parlé de entre 10 et 30 traitements, vous voyez, ça me paraît pas extrêmement fastidieux. Alors, est-ce qu'il faudra demander à chaque fois l'autorisation? Hop là, j'ai raté la question. Ça a bougé. Où est-ce qu'il est la question? Est-ce qu'il faudra demander à chaque fois l'autorisation des personnes pour apparaître sur une liste de prospection? D'accord. Là, vous pouvez faire, bon, c'est un peu difficile de répondre de façon générale, mais quand même quelques éléments sur ce point de prospection. Hein, on peut distinguer deux types de prospection. La prospection, ce qu'on appelle en B2B, donc entreprise à entreprise, et puis la prospection en B2C, qui elle, celle-ci est beaucoup plus sur lequel il faut faire beaucoup plus attention, et notamment en B2C ou quasiment systématiquement, je mets quand même le terme quasiment, mais on peut dire quasiment qu'on a besoin du consentement de la personne concernée, donc du consentement du consommateur. En B2C, on est bien souvent en face d'un consommateur. Voilà, donc oui, sur le B2C, vous avez besoin du consentement et je rajouterais même que vous avez besoin de conserver la trace du consentement. Mais ce que je vous dis, vous avez dû le constater, hein, puisque maintenant, tous les opérateurs de services, bien souvent, quand ils vous adressent des propositions de services, de la publicité, etc., on fait en sorte de recueillir votre consentement. En B2B, c'est légèrement différent, mais encore de façon très générale, c'est légèrement différent parce qu'en B2B, en général, vous êtes dans le cadre d'un contrat. Vous avez un client et vous avez un contrat entre vous et ce client. Et donc, vous avez une base légale qui s'appelle la base contractuelle pour éventuellement lui envoyer
des éléments d'offre de service, nouvelle offre, publicité, etc. Vous êtes dans le cadre de cette base contractuelle. Donc, vous voyez, c'est plus léger comme dispositif, et la seule précaution que vous devez prendre, c'est, encore une fois, de façon classique, c'est de permettre à votre interlocuteur de se désinscrire de votre liste de mailing ou de choses comme ça. Ensuite, celle-ci. Pouvons-nous faire un rapprochement du règlement avec les syndicats, qui par nature constituent une donnée sensible? Quel conseil donnez-vous à un syndicat pour démarrer sa mise en conformité? Alors, syndicat de quoi? Pouvez-vous faire un rapprochement du règlement avec les syndicats? Mais syndicats dans les entreprises. Parce que je pensais peut-être pour la question où? Ah, dans les entreprises. Bon, effectivement, alors là, les organisations de type syndicat, comité d'entreprise, CHSCT, dans les entreprises manipulent des données à caractère personnel. Donc, il faut regarder à chaque fois spécifiquement quand même comment elles sont organisées, où est-ce qu'elles ont hébergé leurs données, est-ce qu'elles sont responsables du traitement ou pas. Donc là, il faut quand même se poser la question à chaque fois, et en fonction des réponses, ça peut être un vrai sujet. Hein. Les données syndicales sont des données sensibles, au sens du règlement, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est une problématique à part entière vis-à-vis du règlement. Bonjour, concernant les logiciels ERP en tant qu'éditeur, nous gardons un historique de traitement des appels tickets, c'est désolé comprendre les noms, Pardon, je lis la question. Concernant, oui, pardon, excusez-moi. Oui, il faut que tout le monde comprenne la question. Bonjour, concernant les logiciels ERP en tant qu'éditeur, nous gardons un historique de traitement des appels, des tickets et autres. Cet historique comprend notamment les noms, prénoms, postes et coordonnées de contact, mail et téléphone des collaborateurs ayant un jour traité le ticket, l'appel ou autre. Devons-nous faire une croix ou une modification dans notre méthode de fonctionnement concernant cet historique? D'accord. Alors là, ce que j'ai envie de dire par rapport à votre question, c'est que en général, le RGPD ne demande pas de changer l'activité de l'entreprise. Le RGPD, vous allez continuer à faire votre travail comme vous le faites. Le RGPD demande d'être loyal et transparent, si je ne m'attache qu'à ce critère-là. Donc, si vous voulez, je pourrais, par rapport à ce que je vois là, et très rapidement, je veux dire, vous pouvez peut-être très bien continuer à fonctionner exactement comme vous le faites, sauf qu'il faudrait prendre la précaution d'avoir prévenu les personnes concernées de ce mode de fonctionnement, à minima ça. Donc, il n'est pas question de faire des croix sur des modes de fonctionnement, sauf s'il apparaît que c'est un mode de fonctionnement illicite. Mais bon, là, a priori, c'est pas un mode de fonctionnement illicite. Vous pouvez vous appuyer, par exemple, sur la base légale de la légitimité. Vous considérez que c'est légitime pour vous, pour votre entreprise, de fonctionner comme cela. Maintenant, il va falloir, derrière cela, appliquer ce qu'on appelle la règle de loyauté et de transparence. Donc, information des personnes concernées, information sur pourquoi vous collectez ces données, pourquoi vous les conservez, combien de temps vous les conservez, et leurs droit d'accès, de modification, de rectification. Je peux peut-être ajouter, donc moi j'ai accompagné quelques sociétés de services, quelques éditeurs qui avaient donc cette préoccupation-là. L'action qui a été réalisée, c'est de mettre à jour les conditions générales de vente ou les contrats de service avec le client, en précisant que dans le cadre du service qui est délivré, eh bien, vous êtes amené, vous légitimez votre action, vous êtes amené à collecter des données relatives peut-être à un utilisateur pour une finalité qui est améliorer la performance ou dépanner le logiciel s'il est en panne. Voilà. Une question sur comment s'assurer des compétences du DPO, formation, certification. Oui, c'est intéressant. Oui, bien sûr. Alors, formation, bien, il existe un certain nombre de formations sur le rôle du DPO. Il semble qu'il existe maintenant des certifications. Je suis pas absolument sûr de moi parce que j'ai pas vérifié ce point-là. Si, ça existe, et entre autres ENI propose une formation certifiante. Il y a d'autres organismes. 5 jours de formation, une certification à la fin. Voilà, donc ça permet de valider les acquis. Voilà. Et vous avez raison de poser la question parce qu'effectivement, tout à l'heure, on est passé très rapidement et le livre le développe, mais en fonction sur la notion de DPO, soit vous avez un DPO officiel et vous le déclarez à la CNIL.
le fait de le déclarer à la CNIL, ça a différents avantages, bien sûr. Hein. Vous allez démontrer de votre volonté de mettre en œuvre le règlement de façon bien précise, mais également vous pourrez bénéficier d'un certain nombre de services que propose la CNIL sur son extranet, etc., etc. Mais c'est vrai que la CNIL pourrait vous demander, pourrait regarder quelles sont les compétences de votre DPO. Hein. Si vous avez nommé un DPO juste pour le plaisir de nommer un DPO, puis que ce DPO n'a pas les compétences nécessaires, vous pourriez avoir une remarque de la CNIL de ce côté-là. Donc c'est intéressant, si vous le déclarez auprès de la CNIL, de vous assurer de ses compétences. Voilà. Le fait de ne pas le déclarer à la CNIL, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de mission et ça ne veut pas dire qu'on ne s'engage pas. Mais c'est juste pour éclairer la réponse. Qu'est-ce qu'on a? Bon, hop, hop. Alors, j'ai raté. Bonjour et merci pour cet ouvrage, c'est gentil, merci beaucoup. Aurons-nous accès au replay? Alors, oui, le replay sera diffusé sur la chaîne YouTube Édition Eni à partir de la semaine prochaine. Voilà. Alors, celle-ci, nous sommes une agence web. Quel rôle devons-nous endosser par rapport à nos clients? Accompagnement, mise en œuvre, qui est responsable, où est le dépôt, etc. Alors, agence web, il faut. Bon, c'est toujours difficile de répondre rapidement, hein, parce que ça demande quand même des analyses. Qu'est-ce que j'ai envie de répondre sur ça? Agence web, donc si j'ai envie de dire que vous êtes un sous-traitant. Si vous êtes un sous-traitant, donc ça veut dire que c'est votre client qui est le responsable du traitement, qui va donc vous demander de vous conformer au dispositif du RGPD pour protéger les données à caractère personnel que votre client pourrait vous confier. J'ai envie de dire ça. Et donc, ce qu'on peut ajouter, c'est par effet de bord, ça nécessite de mettre à jour votre contrat de sous-traitance avec votre fournisseur. Donc là-dessus, la CNIL vous propose des modèles de contrat, sachant que dans le contrat, il y a des clauses qui sont obligatoires, du style préciser la nature des données qui vous sont confiées, les traitements qui vous sont confiés, plus quelques obligations du style si vous détectez une violation de données sur votre environnement, vous devez le signaler à votre client, donc votre responsable du traitement, qui ensuite lui avisera de savoir s'il faut aller plus loin et remonter l'information, le notifier à la CNIL. Vous voyez, quand vous posez la question qui est responsable, où est le DPO, ce sont des sujets sur lesquels nous nous arrêtons assez régulièrement chez nos clients, parce que c'est vraiment le fond de l'histoire entre le client et le sous-traitant. Qui est le responsable du traitement? Où est le DPO? C'est pas toujours évident de positionner le responsable du traitement. Hein. Le responsable du traitement, c'est celui qui définit la finalité du traitement et qui en détermine les moyens. C'est pas toujours évident de positionner les responsabilités. Et nous arrivons dans des situations où certaines fois le traitement est vraiment porté par les deux entités, client et sous-traitant. Et là, ça s'appelle traitement conjoint. Voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le règlement propose la disposition de traitement conjoint et qui passe cette fois-ci par la rédaction d'un contrat de co-traitance conjoint et où les responsabilités respectives de chacun sont bien détaillées. Donc on est sorti de la relation client-fournisseur pour mettre une relation équilibrée entre le client et le fournisseur. Très précisément dans ce cas-là, et là je fais le lien avec, vous voyez, on a travaillé avec Loïc Panaleux, notre camarade juriste, il y a quand même un certain nombre de situations où on a besoin justement des compétences du juriste. Hein, si on est précisément sur la rédaction d'un contrat de co-traitance, c'est typiquement dans ce cas-là, dans ces situations-là que Loïc peut intervenir, entre autres, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va reprendre? ENI, je lis tout là. Dans le registre, il doit être mentionné la façon pratique dont nous protégeons la donnée ou devons-nous simplement recenser les données? Il est mentionné la façon pratique dont nous protégeons les données ou devons-nous simplement recenser les données? Alors, vous devez recenser les données, ça c'est sûr, mais vous devez aussi protéger les données et expliquer comment vous les protégez. Donc, c'est pas forcément dans le registre que vous allez détailler toutes les mesures de sécurité, mais dans le registre, il y a au moins un sujet sur la sécurité des données à caractère personnel concernant le traitement, et vous devez y répondre ici ou ailleurs sur qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour le protéger. C'est vrai que si on télécharge l'outil de registre de la CNIL, on voit que pour chaque fiche, il faut préciser les mesures de sécurité.
En fait, ce dont on se rend compte dans les entreprises, c'est qu'on ne va pas définir pour chaque traitement des mesures de sécurité. On va plutôt dire que dans le registre, qu'on a une politique de sécurité et que cette politique de sécurité-là s'applique à tous les traitements. Mais du coup, ça veut dire qu'on a un document qui recense toutes les mesures de sécurité, comme celles qu'on peut être évoquées tout à l'heure par Dominique, qui effectivement apporte la preuve qu'il y a bien des mesures de sécurité qui sont associées au traitement et donc à l'ensemble des traitements. Alors, Jacques fait allusion à ce qu'on a appelé le concept de privacy by default. Vous avez donc une politique de sécurité adaptée à vos enjeux, à la taille de votre entreprise, etc., etc. On dit toujours que des mesures raisonnées, adaptées aux enjeux. Donc, vous avez une politique de sécurité. Elle s'applique de base à toutes les données à caractère personnel, sauf si vous tombez sur un cas particulier. La donnée à caractère personnel, elle est stockée sur un PC qui se trouve au bout de l'organisation, et ce PC, il est pas sécurisé. Donc là, on l'a identifié. Là, on va faire un cas particulier. Voilà un petit peu la réponse qu'on peut vous donner là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme question? On continue un petit peu ou Ouais, là on a plus de temps. D'accord. Bon là, merci en tout cas pour vos questions. Elles étaient très intéressantes et il y en a plein d'autres encore très intéressantes. On ne pourra pas y répondre. Il me semble que vous avez la possibilité d'envoyer vos questions par mail. Sur quel mail? Sur le mail de l'ENI? Sur quel mail? Webinaire@eni.fr. Webinaire@eni.fr. Webinaire, donc WEBINAIRES, à la française, quoi, le webinaire@eni.fr. Vous avez la possibilité de donc passer ces questions sur cette adresse mail et nous tenterons de répondre à tout cela. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci aussi, un grand merci à Monsieur Jacques Foucault et à Dominique Renaud. J'espère qu'ils auront réussi à répondre à plusieurs de vos questions. Si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas que le livre est disponible sur notre site Édition ENI, RGPD, le comprendre et le mettre en œuvre. Merci à tous encore une fois d'avoir été présents et bonne journée à tous.